Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. C'est quoi notre place? Qu'est-ce que l'islam peut encore dire dans ce monde? Qu'est-ce que les musulmans peuvent dire et faire encore dans ce monde? Et y a-t-il une alternative à proposer? J'ai le plaisir d'accueillir Jamel El-Hamri, docteur en histoire de l'islam contemporain et professeur d'histoire-géographie. Jamel intervient à la fois à l'université, dans les mosquées, et en tant que consultant auprès des collectivités locales, des entreprises et des associations sur les thématiques de jeunesse, de l'islam et de la citoyenneté. Il s'est beaucoup intéressé à la pensée de Malek Ben Nabi, sujet de sa thèse de doctorat. Il est également président fondateur de l'Académie française de la pensée islamique, un espace interdisciplinaire et pluraliste ouvert à toutes les sensibilités intellectuelles de l'islam. Dans cet épisode, Jamel nous parle de son parcours, de Malek Ben Nabi, du rôle de sa pensée et de l'importance d'investir dans des espaces de réflexion pour traiter des enjeux modernes. Moi, je pense que Dieu attend de nous quelque chose, un rôle, une mission. Et je pense que la première question, c'est de savoir, voilà, qu'est-ce que Dieu attend de nous ici? Et donc, si mission il y a, notre rapport à la France doit changer, doit gagner en profondeur historique. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Jamel. Wa alaykoum salam. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Un entretien matinal avec mon petit café à ma droite, mais tout va bien. C'est vrai que pour toi, tu es en matinée à Paris, c'est l'heure du café du matin. Ici, on est en fin d'après-midi à Singapour, donc c'est terminé pour moi, je carbure à l'eau à cette heure-ci. Euh, Écoute, Jamel, c'est un très grand plaisir de t'accueillir sur Muslim Makers. Pour commencer, je vais te proposer de te présenter, s'il te plaît. Alors, actuellement, je suis universitaire. Alors moi, j'ai soutenu une thèse de doctorat sur la pensée de Malek Benabi, notamment son rapport à la religion, qu'il nomme idée religieuse. Donc j'ai soutenu ma thèse à l'Université de Strasbourg. Je suis également depuis maintenant 10 ans professeur d'histoire-géographie dans le secondaire, donc collégien et lycéen. Et enfin, je suis aussi consultant jeunesse, donc je monte des projets depuis un certain nombre d'années, notamment en Seine-Saint-Denis. Euh, donc des projets liés à l'histoire, aux mémoires et à la citoyenneté. Donc j'ai organisé plusieurs voyages, des sorties pédagogiques à Verdun avec des groupes de jeunes à Épinay-sur-Seine. Et là récemment, donc j'ai co-construit avec 12 jeunes une exposition itinérante sur l'histoire de l'islam et des musulmans de France de 720 à 2021. Donc, qui va circuler. Là, il y a plusieurs dates qui sont prévues en 2022. Et, et en même temps, parallèlement, donc avec ce groupe de jeunes, nous montons une pièce de théâtre sur cette thématique-là. Voilà. Hyper intéressant. Bah écoute, on reviendra sur ces éléments-là plus tard dans l'interview, Inch'Allah. Mais avant cela, est-ce que tu peux nous parler de Jamel enfant? Quels étaient ses rêves? Quel était son environnement? Est-ce qu'il s'imaginait un jour devenir spécialiste de l'islam contemporain? Raconte-nous un peu ta jeunesse. Alors, moi, je suis né en 1983 à Blois, donc dans le Loir-et-Cher, donc très loin d'Île-de-France, enfin pas si loin, mais quand même assez loin d'Île-de-France, dans, dans une petite ville près de Chambord. Donc voilà, dans une famille originaire du Maroc. Voilà. Mes deux parents sont marocains, moi je suis franco-marocain. Et voilà, j'ai vécu ces années, j'ai grandi dans ces années 80, de très belles années, un environnement très ouvrier. Mon père est ouvrier, ma maman était mère au foyer, donc une famille, voilà, religieuse, traditionnelle, ouvrière, populaire, euh, et de très belles années. Les années 80, ce que je dis souvent à mes élèves aujourd'hui, vous n'avez pas eu la chance de connaître la France des années 80, et, à mes élèves qui sont d'origine maghrébine, je leur dis, vous n'avez pas connu également
les communautés maghrébines, les communautés musulmanes dans les années 80. Il y avait quelque chose de très beau, très humain. Euh, les gens ont quitté leur famille pour venir s'installer ici et ils se sont liés d'amitié, de fraternité avec d'autres familles. Familles algériennes, tunisiennes, marocaines, maliennes, sénégalaises, turques. Et il y avait quelque chose d'assez... Et puis les parents faisaient le même métier. Les mamans étaient souvent à la maison. Donc on avait voilà, de vrais repères, une culture populaire, une culture des quartiers populaires également. Et voilà, j'ai vécu voilà, ces années 80-90 dans cet environnement qui, avec le recul et en 2021, me paraît, enfin, euh, était en tout cas voilà, un environnement extrêmement bienveillant, voilà, très enrichissant. Euh, Moi, j'ai aimé ces années 80-90 en France, dans le Loir-et-Cher. Et j'aimerais aussi rajouter quelque chose d'autre, c'est que, et peut-être que celles et ceux qui n'ont pas grandi dans les grandes villes ou en région d'Île-de-France pourront me comprendre, c'est que il y avait aussi une culture rurale des petites villes en France qui était aussi magnifique. Euh, Par exemple, à la fête de l'Aïd, on pouvait avoir des discussions entre nos papas, des agriculteurs français, le jour de l'Aïd, et des moments de fraternité assez beaux. Euh, je me souviens également que dans les quartiers populaires également, il pouvait y avoir des échanges avec des mamans, des parents portugais, de l'île de la Réunion, qui ne sont pas forcément de confession musulmane, mais c'était très intéressant également. Voilà, cette ambiance quartier populaire dans les petites villes euh, que j'ai trouvé, voilà, qui m'ont vraiment aidé à me construire euh, un rapport très ouvert à la diversité au sein de la société française. Mashallah, on sent que tu étais bien entouré, alhamdoulilah. Euh, Jamel, vu ce que tu fais actuellement, j'imagine que tu as eu un parcours éducatif littéraire. Non, pas forcément, pas forcément. Et c'est là où on voit aussi un peu les limites de l'environnement, à la fois culturel, mais aussi scolaire. C'est qu'il y avait très peu de gens qui croyaient en nous, enfin, des gens qui nous ressemblent. Et on n'avait pas encore de grands frères et de grandes sœurs qui avaient été très loin sur le plan de la scolarité. On avait quelques exemples. Donc moi, je me suis destiné un peu plus sur les études de marketing, communication, avec une volonté, c'était d'être indépendant. Et je voulais être entrepreneur. C'était ce qui m'animait. Et en fait, voilà, c'est ce qui s'est passé, donc avec le bac jusqu'à la licence. Et, euh, et alors, au bac, déjà, j'avais mes enseignants qui me demandaient de réfléchir à mon parcours. J'ai quand même eu des enseignants qui m'alertaient, qui me disaient, non, mais Jamel, vous devriez peut-être envisager autre chose. Alors, je sais que j'ai eu beaucoup de mes camarades qui ont eu l'inverse, c'est-à-dire ils étaient bons et on leur a proposé de faire des BEP, des formations qui étaient en deçà du niveau des élèves. Moi, en étant dans une voie marketing communication, on me demandait d'aller plus haut. Pas tous les profs, mais quelques profs extrêmement bienveillants que je remercie d'ailleurs aujourd'hui. Et je me souviens que quand j'ai passé mon bac, euh, en histoire-géographie, j'ai eu la note maximum. J'ai eu 20 sur 20. Et je me souviens que dans mon orientation, j'étais encore dans oui, non, il faut que je devienne entrepreneur. Parce que le fait d'être entrepreneur, ça permettait aussi de sortir un petit peu de cette condition d'être soit faire le métier de notre papa, c'est-à-dire rester à l'usine, ou alors être peut-être plus dans des études d'ingénieur. Je sais qu'il y a beaucoup de mes camarades de ma génération qui se sont destinés vers ces voies-là. Le commerce, on en avait aussi quelques-uns, mais c'était une manière aussi peut-être pour moi euh, à travers l'entrepreneuriat de sortir peut-être de ma condition sociale et d'être à terme
Voilà, quelqu'un qui réussit, puis qui inspire également les autres à réussir. Sauf qu'au fond de moi, il y avait quelque chose qui me poussait vers les études d'histoire, mais que je n'osais pas m'avouer. Et une fois que j'ai terminé ma licence, c'est comme si finalement j'avais dit à ma famille, voilà, j'ai été jusqu'au bout. Puis en tant qu'entrepreneur, voilà, de l'eau avait coulé sous les ponts et je m'étais dit, voilà, on vit qu'une seule fois et autant faire quelque chose que l'on aime, vraiment, pour soi, pas forcément pour les autres, mais pour soi. Et c'est là où j'ai suivi ma passion. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé l'histoire, et en particulier l'histoire de la civilisation musulmane, que je trouve passionnante, profondément. Et je pense que derrière cette approche de cette histoire, d'approche de cette passion pour la civilisation musulmane, il y avait peut-être une volonté aussi de me chercher, de me trouver, peut-être une volonté de m'apaiser intérieurement. Et donc voilà, j'ai d'abord commencé à apprendre l'histoire de la civilisation, mais aussi l'histoire de la religion musulmane, qui est une grande religion, dans différents instituts. Le CERCI, qui est devenu l'Institut Ussuluddin, l'IESH pour la langue arabe. Ensuite, l'Institut international de la pensée islamique, qui est un institut qui vient à la base des États-Unis et qui est spécialisé dans le renouvellement de la pensée islamique. Et ça tombait bien parce qu'à ce moment-là, je m'intéresse à Malek Benabi. Juste, Euh, juste peut-être avant de parler de Malek Ben oui. Nabi, est-ce que tu peux nous dire d'où est venu cet intérêt pour l'étude de la civilisation musulmane, de l'islam contemporain? Je crois que j'ai eu la chance d'avoir une maman extraordinaire qui a, qui a su me transmettre d'abord l'émotion. L'émotion et un rapport quasi charnel avec cette grande civilisation pour laquelle je suis un héritier. Euh, et ensuite, après, ce sont des connaissances, effectivement, que ma maman m'a transmises, euh, que mon papa également à son niveau, que des tontons, des tatas, de mes grands-parents également. Donc chacun, en fait, finalement, a transmis, en fait, dans mon environnement, chacun a transmis. Des Euh, conversations. oui, voilà, des conversations, des tontons, des tatas, qui ont transmis des choses que eux-mêmes avaient glanées comme information. Et alors, j'ai été comme une éponge. J'étais comme une éponge. Et en fait, cet environnement familial, euh, ça a été vraiment le déclencheur, en fait. Je pense qu'il y avait déjà des prédispositions à accueillir ce type de savoir-là. Et en même temps, il y avait aussi un environnement euh, qui était, sans forcément faire preuve de grande érudition, hein, mais de transmettre à la fois des connaissances et transmettre une émotion, voilà, quelque chose de beau. Et c'est quelque chose qui vraiment m'a nourri et qui a vraiment nourri ma curiosité. Après, voilà, ce sont progressivement mes lectures. J'étais quelqu'un de très curieux et de quelqu'un qui posait beaucoup de questions. Donc, du coup, forcément, j'allais aussi glaner des choses quand je rencontrais des gens qui avaient un savoir en France, au Maroc. Voilà, je n'hésitais pas à poser des questions, je n'hésitais pas à écouter les anciens. Et vraiment, ceux qui vont écouter ce podcast, les plus jeunes, vraiment, n'hésitez pas à écouter, n'hésitez pas à passer du temps avec les plus anciens, qui vont peut-être pas vous faire un cours universitaire, mais qui vont vous dire des choses, qui vont faire passer des émotions, des connaissances. Et après, à vous de faire le tri, mais c'est quelque chose qui est très important pour vous construire. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et je les remercie, j'en profite également pour les remercier à travers cette émission. Oui. Est-ce que cet intérêt pour l'histoire de la civilisation musulmane elle était lié ou accompagné à une évolution spirituelle en parallèle? Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Je pense que voilà, dans les années, enfin, je pense dans les fins des années 80, début des années 90, euh, ceux qui ont moins de 20 ans ne peuvent pas connaître cette période-là, mais en tout cas, beaucoup de gens revenaient à la religion. Donc moi, il y a beaucoup de gens, des grands frères, des tontons, des tatas, qui étaient plus âgés et qui, voilà, achetaient des livres, parlaient de religion. Donc, en fait, quand je parle de civilisation musulmane, c'est la civilisation avec un grand C. L'islam est à la fois une religion, est à la fois, est à la fois une grande civilisation, un ensemble de cultures. Ça a été aussi un empire, des empires.
Et donc, finalement, toutes les connaissances, elles sont imbriquées. Il n'y a pas forcément quelque chose de cloisonné. Donc, forcément, l'apprentissage, la passion pour la civilisation musulmane, elle se nourrit également d'un cheminement religieux et spirituel. Mhm. D'ailleurs, c'est, je parlais tout à l'heure d'environnement, mais cette quête également de connaître, de comprendre sa religion, elle est, elle est, euh, elle est indissociable de cette passion pour la civilisation musulmane. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait autant de plaisir d'apprendre les grands noms de la civilisation musulmane que d'apprendre à comment faire la prière. Et ce ne sont pas des choses qu'on séparait, en tout cas pas surtout pas à cette époque-là. On apprenait tout ce que l'on pouvait apprendre. Là, aujourd'hui, et il faut bien rappeler le contexte, aujourd'hui, quand les gens veulent se renseigner sur la religion, vous avez une multitude de vidéos sur YouTube. Vous avez aujourd'hui des imams qui font des vidéos qui sont très accessibles. À cette époque-là, et dans le Loir-et-Cher, par exemple, les choses n'étaient pas aussi accessibles. Les livres n'étaient pas aussi accessibles. On avait des audios, des cassettes vidéo. Voilà. Et donc, alors il y avait peut-être moins de réseaux, il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais il y avait beaucoup de discussions entre les gens. Et donc, moi, j'ai eu aussi beaucoup de transmission orale. Mais il n'y avait pas de séparation entre l'islam en tant que religion et l'islam en tant que civilisation. Tout était imbriqué. Et d'ailleurs, tant mieux d'ailleurs, parce qu'en vérité, ça permet aussi d'avoir une vision globale. Oui, je vois. Bah écoute, c'est peut-être le bon moment pour reprendre où tu en étais sur Malek Ben Nabi. Du coup, qu'est-ce qui t'a emmené à te focaliser, à t'intéresser à la pensée de Malek Ben Nabi? Alors, je me souviens qu'en tout cas, à cette époque-là, je crois qu'il y a eu il y a eu un déclic à partir de 2003. Je pense également que 2003 est une année très importante, puisque effectivement, il y a tout un débat sur l'islam, des débats euh, autour du voile à l'école, des choses une islamophobie de plus en plus décomplexée. Voilà, un racisme anti-musulman qui s'exerce de manière concrète sur la vie des gens. Et tout ça, ça nous fait réfléchir. Tout ça, ça nous fait réfléchir. Et puis on a aussi euh, un penseur qui s'appelle Tariq Ramadan, qui émerge également dans les années 2000, un peu avant, mais en tout cas pour des gens de province comme nous, c'est à partir des années 2000. Et là, on voit quelqu'un aussi un intellectuel brillant qui pense l'islam au sein de la société française et qui, dans son discours, essaye de promouvoir un engagement citoyen avec une islamité assumée. Et ça, c'était quelque chose de nouveau, d'inspirant pour ma génération. Oui, voilà, 2003-2006, voilà, il y a toute une réflexion qui se fait. Et à partir de 2005-2006, voilà, je décide de m'orienter vers l'apprentissage de l'histoire de la civilisation musulmane. Donc, je passe d'abord dans les instituts. Ça me permet aussi de comprendre mieux ma religion, mieux les sciences islamiques également, qui sont très passionnantes, hein. C'est quelque chose, quand on voit finalement, quand j'ai eu la chance de passer par des instituts musulmans dans les années 2000, l'IESH pour la langue arabe, le CERCI, l'Institut international de la pensée islamique, et d'ailleurs le Triple IT, Institut international de la pensée islamique, ça m'a permis également de découvrir des penseurs musulmans du monde entier, même du monde anglo-saxon. Ismail al-Farouqi, euh, et donc, c'est à ce moment-là que je découvre également Malik Benabi. Et donc, là, à ce moment-là, il y a une volonté de faire de la recherche. Et donc, je passe une licence d'études islamiques interdisciplinaires avec d'un côté l'apprentissage des sciences islamiques, avec une perspective d'ijtihad, et de l'autre côté, les sciences sociales, les sciences humaines appliquées à l'islam et aux musulmans. Et donc, c'est un programme novateur pour cette période-là. Donc, 2007-2011. Et à partir de 2011, l'Institut ferme. Et je fais deux choses. À la fois, je m'inscris à la Sorbonne, l'école pratique des hautes études, pour passer un master. J'avais commencé déjà des recherches sur Malik Benabi, mais dans un cadre confessant, d'Ijtihad. Là, je le fais passer euh, à l'université française. Et en même temps, je monte avec des amis qui étaient des anciens élèves de l'Institut international de la pensée islamique, je monte l'Académie française de la pensée islamique.
Donc, parallèlement à mes activités de chercheur, j'organise un certain nombre de cafés littéraires. Pour ceux qui m'ont connu dans les années 2012-2015, j'ai organisé beaucoup d'événements avec mes amis dans un salon de thé, Crêperie Salon de thé, Place Monge, à côté de la mosquée de Paris. Régulièrement des conférences. Donc, j'invitais des universitaires euh, euh, donc à venir dans un cadre dans le 5e arrondissement, à 2 pas de la mosquée de Paris. Et on organisait donc des conférences vraiment ouvertes à tout le monde. Et en même temps, bah, je travaillais à côté en tant que chercheur. Voilà, donc j'ai soutenu mon mémoire de master. Et, et quand j'ai eu mon mémoire de master, j'ai décidé aussi de franchir le pas, d'aller plus loin, d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire voilà, de viser le doctorat, toujours sur la pensée de Malik Benabi. Et je l'ai fait avec un universitaire, un brillant universitaire, Éric Geoffroy, qui est spécialiste également de l'islam contemporain, mais d'abord du soufisme et de la mystique musulmane, et qui était basé à Strasbourg. Et donc, je me suis inscrit, il a accepté de me prendre, et donc j'ai eu ma thèse de doctorat donc, en 2018. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement un peu qui est Malek Ben Nabi et qu'est-ce qui t'a poussé à vraiment t'orienter à faire une étude approfondie sur sa pensée? Alors pour nos auditeurs, Malek Benabi, il est né en 1905 à Constantine et il est mort en 1973 à Alger. Donc il a vécu 68 ans. Et pendant 68 ans, il a connu 4 grandes périodes. La première, l'apogée du colonialisme, la Troisième République, donc 1905 jusqu'à 1918. Ensuite, il a connu une période d'effervescence sur le plan intellectuel et nationaliste, donc 1918 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, il a connu la période de la décolonisation au niveau mondial, donc l'émergence du mouvement national algérien. Et en 62, à partir de 62, jusqu'en 73, il a connu l'Algérie indépendante, donc la reconstruction et l'indépendance de l'Algérie. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement intéressant déjà par rapport à son parcours de vie, parce il a vécu dans 3 grands pays, donc l'Algérie, la France et l'Égypte. Il est connu dans le monde maghrébin, dans le monde du Machrek. Il est connu, il est à la fois, donc c'est un intellectuel. Alors à la base, c'est un écrivain euh, algérien d'expression française, parce qu'il s'exprime d'abord en français, et en même temps, il vulgarise et démocratise le réformisme musulman orthodoxe. Parce que d'habitude, on écrit sur le réformisme en langue arabe. Et quand on écrit en français, on n'écrit pas sur l'islam. Et Malek Benabi, son originalité, c'est de se situer en fait au carrefour de ces 2 influences, de ces 2 grandes civilisations, la civilisation musulmane, mais la civilisation occidentale. Et en ajoutant également autre chose, c'est que très tôt, il découvre également la pensée indienne autour de Tagore, autour de Gandhi. Et donc, on a quelqu'un qui a déjà une ouverture sur le monde assez remarquable par rapport à ses contemporains. Et c'est quelqu'un qui, euh, en l'espace d'une vingtaine d'années, dans un contexte de colonisation, va écrire plus d'une vingtaine de livres et va écrire plus de 150 articles. Et un Malek Benabi, voilà, c'est ça. Un Malek Benabi, c'est quelqu'un qui est capable de participer à une entreprise d'alphabétisation à Marseille avec des ouvriers musulmans en 1938. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est capable d'aller voir le Cheikh Ibn Badis, les élites du pays, à Paris en 1936, voir les élites algériennes qui se sont rendues à Paris pour négocier avec le gouvernement de Léon Blum en leur disant que vous faites fausse route et que le problème algérien, avant d'être politique, il est d'abord civilisationnel, éducationnel, euh, il est psychologique, notamment dans le rapport que les colonisés peuvent avoir avec la colonisation. Malek Benabi, c'est quelqu'un qui a le courage également de dire attention. La colonisation, c'est un crime contre l'humanité.
c'est une faillite morale de l'Occident. Et en cela, il doit être combattu. Mais avant la colonisation, le monde musulman était rentré aussi dans une phase de léthargie, dans une phase d'un profond sommeil. Et donc, avant la colonisation, il y a eu ce qu'on appelle la colonisabilité. Et donc, ne nous trompons pas de combat, à ce qu'il pouvait dire à son époque, que tout en luttant contre le colonialisme, il faut d'abord lutter contre la colonisabilité, voir ce qui ne marche pas en nous, voir les facteurs endogènes qui nous bloquent dans notre émancipation, dans notre développement. Et ensuite, une fois que l'on se pose les vraies questions, le colonialisme, tôt ou tard, va finalement tomber comme un fruit pourri qui a fait son temps et qui tombera parce qu'il est à l'encontre de la marche de l'histoire, qui est un monde qui est amené à se décoloniser. Voilà la réflexion de Malek Benabi. Et voilà pourquoi je me suis intéressé à lui. D'accord. Qu'est-ce qui fait que sa pensée est toujours aussi pertinente de nos jours? Alors, si tu me permets, j'aimerais juste peut-être rappeler à nos auditeurs le moment où je l'ai rencontré, en fait. Bien sûr, je t'en prie. Parce que j'étais pas censé le découvrir. Mais le calendrier divin fait que, à un moment donné, je le rencontre. Je suis à Saint-Denis, à l'époque j'étais à l'USH, et je vais dans une librairie. Et j'avais vu, dans plusieurs bibliographies, même dans la thèse de Tariq Ramadan et d'autres, le nom de Malek Benabi. Et c'était quelqu'un qui m'intriguait, mais j'ai pas été au-delà. Puis j'attendais quelqu'un dans la librairie, et donc j'avais un peu de temps. Et donc je me permets de regarder les ouvrages de Malek Benabi. Et quand je le lis, la première réflexion que je me fais, c'est waouh, euh, un, c'est une pensée vraiment rafraîchissante. Et spontanément, je me suis dit, il est encore vivant, donc il faut que je le connaisse. Et, euh, et j'achète deux de ses livres, un recueil d'articles et un ouvrage sur le problème de la culture. Et je me souviens qu'à l'époque, j'habitais encore en province, donc je rentre, je prends le train et donc j'ai du temps pour lire. Et quand je le lis, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus contemporain que les penseurs musulmans que je connais. Et donc, je vais spontanément après sur Internet et je vois qu'en fait, il est mort depuis 73. Et là, je découvre vraiment quelqu'un avec qui il y a vraiment un écho. Enfin, il fait vraiment écho à ce que je ressentais au fond de moi-même. Et il pose des constats, et surtout avec une manière de faire qui, ne, qui est toujours fédératrice. C'est-à-dire, il pose une vraie réflexion, un vrai constat, un constat courageux, et en même temps, c'est quelqu'un qui est dans une perspective, dans une ouverture au monde qui me parle. Et donc, je le lis, je le lis, je continue à le lire, et en même temps, je vois que il est mort depuis 73, qu'on en parle très peu, et je vais voir beaucoup de mes amis franco-algériens, beaucoup ne le connaissent pas, l'écrasante majorité ne le connaissait pas à cette époque. Et ceux qui le connaissaient avaient une image, les militants avaient une image un petit peu, ils préféraient Frantz Fanon que Malek Benabi. Hmm. Et les intellectuels musulmans, par contre, m'en parlaient avec beaucoup d'éloges. Et donc, bah, je me suis dit, voilà, là maintenant, il faut, pour moi, c'était une injustice, voir la qualité de sa réflexion et qu'on en parle si peu. À la base, ce qui me pousse vers la recherche, c'est finalement de voir cette injustice-là. Donc, je fais, je propose des travaux de recherche. Donc, pour ma licence, je fais un premier mémoire. Et ensuite, voilà, je commence en fait, quand j'arrive un petit peu avant la Sorbonne, je commence à faire des conférences parce que les gens commencent à voir que que je me spécialise dans Malek Benabi. En plus, à ce moment-là, j'organise des événements où j'invite des disciples de Malek Benabi en France. Donc des gens qui sont de passage, qui sont algériens, qui sont de passage à Paris, ou des disciples qui sont déjà en France. Donc j'essaye vraiment de les inviter quelque part pour rendre justice à une pensée pertinente et qui aujourd'hui a vraiment répond à des questions euh, qui posent des vrais constats qui sont encore valables pour les musulmans de France aujourd'hui.
Voilà aujourd'hui en fait, voilà aujourd'hui le contexte qui me pousse à m'intéresser à Malek Benabi. Donc Malek Benabi est très important dans mon cheminement intellectuel et spirituel parce que je n'ai pas fait de la recherche pour un métier, mais à la base, il y a un élan du cœur qui fait qu'il y a une injustice, qui fait que Dieu, à travers cette pensée, me pousse en fait à la recherche. J'avais pas forcément de vocation à être un chercheur professionnel ou à faire carrière. C'était pas ça c'est pas ça c'est pas ma motivation première. C'est de voir les injustices autour d'une pensée pertinente et qui répond à des questions concrètes que les musulmans, dont je fais partie, euh, euh, ont tout intérêt à connaître cette pensée-là. J'y voyais une pertinence que nous n'avions pas dans la communauté musulmane française à laquelle j'appartiens. Donc, quand vous voyez une pensée qui peut apporter au vôtre, au nôtre, forcément, ouais, la motivation première, elle est là. Et après, Dieu fait le reste. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de quelques-uns des éléments majeurs de sa pensée, et notamment ceux qui sont toujours aussi pertinents de nos jours? Alors, ce que j'ai apprécié chez Malek Benabi, c'est à la fois, j'en parlais un instant, c'est cette ouverture au monde, donc ce qu'il appelle la civilisation humaine, et comment l'islam et les musulmans peuvent apporter à cette civilisation humaine à l'œuvre, et que Dieu veut, puisque l'histoire suit finalement que la volonté divine. Et pour en arriver là, comment en fait il parle du texte coranique, et notamment le fameux verset Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que celui-ci ne change pas ce qu'il y a en lui-même. Oui. Et en partant de ce verset-là, et en partant de son rapport à l'histoire, pour lui, la colonisabilité précède le colonialisme. Donc, si on veut lutter contre le colonialisme, il faut revenir à la colonisabilité. Et la colonisabilité, c'est une période de léthargie. C'est une période où les musulmans dorment. Mais s'ils ont dormi avant le colonialisme, ils n'ont pas toujours dormi. Donc, il faut aller chercher finalement la puissance, l'élan civilisationnel dans le texte coranique. Et ça, j'ai trouvé ça quelque chose une pensée majestueuse euh, et qui fait finalement, qui permet de retrouver finalement une impulsion à partir de la parole divine pour finalement avoir un témoignage spirituel, civilisationnel, aujourd'hui, à la hauteur de la dignité de l'islam, à la hauteur de la dignité des musulmans. Les musulmans se considèrent, euh, et Dieu nous dit, à travers sa parole, que nous sommes une communauté de témoins. Pour Malek Benabi, c'est quelque chose d'important. Le témoin, il ne peut pas rester en arrière. Il ne peut pas rester à la marge. Il ne peut pas être en retard. Il doit à la fois sur le plan temporel être dans le bon wagon et au niveau spatial, il doit être au cœur des gens, au cœur de la civilisation humaine pour apporter finalement un témoignage spirituel et civilisationnel à la hauteur de ce que Dieu attend de nous. Et j'ai trouvé que sa démarche euh, euh, authentique avec Al-Qur'an al-Karim et en même temps euh, très, très contemporaine par rapport à nos problématiques aujourd'hui. Et en vérité, les musulmans aujourd'hui, il y a une forme de frustration de ne, euh, d'ailleurs que l'on retrouve dans toutes les sociétés musulmanes, de ne, d'être dans un monde où n'est finalement ni dans l'au-delà, ni ici-bas. On est dans une espèce d'entre-deux. Et Malek Benabi, il veut qu'on sorte de cet entre-deux. Il veut qu'on ait une authenticité et il veut qu'on soit dans ce monde. Et il a dit quelque chose de très très beau. Il a dit, il faudrait que l'on fasse d'Al-Qur'an al-Karim une vérité travaillante. Une vérité, ça va de soi, mais travaillante, c'est-à-dire euh, qui s'inscrit et qui servent finalement à l'ensemble de l'humanité, pas qu'aux musulmans, à l'ensemble de l'humanité. Et donc là, on voit dans la vérité travaillante une verticalité, la vérité, et travaillante, c'est-à-dire quelque chose qui finalement est très horizontal et qui s'adresse à tous les hommes. Oui.
Et ça, j'ai trouvé ça déjà dans son positionnement quelque chose de très beau. Et après, c'est une réflexion que je trouve, une capacité intellectuelle à poser des diagnostics, sincères, Lucide. heu, efficaces, lucides, efficaces, que je n'avais jamais vu chez d'autres intellectuels musulmans et en même temps une ambition intellectuelle, et une hauteur de vue que je n'avais pas vue chez d'autres intellectuels. Et c'est tout ça en fait que et c'est vrai que Malek Benabi, pour nos auditeurs, il a 3 niveaux de pensée. Au niveau de l'homme, au niveau de la société et de la culture et au niveau de la civilisation musulmane et de la civilisation, humaine. Et donc j'ai trouvé très intéressant une réflexion, l'infrastructure en fait de sa pensée, sur 3 niveaux, de l'individu vers ce qu'il y a de plus universel et en même temps cette capacité à peut-être, beaucoup s'inspirer du génie d'Ibn Khaldoun également. Dans la pertinence de ses analyses, notamment, sociologiques, psychologiques, historiques, on voit chez Malek Benabi qu'il a beaucoup été influencé par Ibn Khaldoun. Et c'est voilà, c'est un ensemble en fait finalement, c'est tout ça en fait qui m'a plu chez, chez Malek Benabi. Mashallah. J'aime beaucoup sa vision, sa pensée, c'est passionnant. Et j'aimerais revenir sur un point. Lorsqu'il parle de l'importance de comprendre comment est-ce que les musulmans sont passés d'un état non colonisable à un état colonisable. Et en fait, je me rends compte et je me dis que en termes d'histoire de civilisation, on sait finalement pas grand-chose. Le commun des musulmans ne connaît pas beaucoup son histoire, l'histoire de la civilisation musulmane. Ce qu'on sait en général plus, c'est l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des califes bien guidés qui ont suivi. Mais on va pas plus loin. Et du coup, on a une vision très romancée de ce qu'était la civilisation musulmane avant l'époque coloniale. Et en fait, on a l'impression que le constat qui est fait, c'est que notre situation actuelle, elle est la conséquence en fait d'un éloignement de Dieu, d'un éloignement du Coran et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je trouve que cette vision, cette approche, cette réflexion, en tout cas c'est comme ça que je la vois, je trouve qu'elle est assez réductrice et je trouve qu'on peut pas simplifier en fait la situation actuelle au passage d'un état, d'un âge d'or directement à l'étape coloniale. Il y a eu des centaines de siècles entre temps, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment étudié. Qu'est-ce que tu as à dire à ce niveau-là? Est-ce que peut-être on devrait plus étudier notre histoire? Alors je crois que tu mets le doigt sur effectivement un écueil, c'est-à-dire finalement, on pense faire du bien à l'islam et aux musulmans, en essayant de romancer, parfois même sacraliser, l'histoire des hommes. Mais il y a un autre écueil également qui est là, qui considère finalement que au nom de la philosophie de la déconstruction, heu, finalement il y a rien de sacré, il y a très peu de choses spirituelles, que finalement voilà, c'est le rêve, la la c'est-à-dire que le prophète de l'islam a rêvé, heu a rêvé finalement du truc. À travers il a rêvé de la révélation et à travers ce rêve de la révélation, il a mobilisé finalement les Arabes et c'est devenu un empire. C'est-à-dire que finalement, on élude également la question, spirituelle et des choses qui dépassent l'histoire, parce que le spirituel dépasse l'histoire. Il y a des choses que l'histoire ne peut pas rendre compte. Et donc, aujourd'hui, dans le rapport à la civilisation musulmane, il y a ces 2 écueils-là. Et entre ces 2 écueils-là, je pense que la pensée de Malek Benabi essaye de se situer dans ce juste milieu. Comment faire de l'histoire sans se raconter d'histoire et en même temps, faire de l'histoire sans la couper de la transcendance, sans la couper de ce qui est miraculeux, de ce qui ne se voit pas. Et d'une certaine manière, la pensée de Malek Benabi, c'est de se situer finalement dans ce juste milieu, entre ces 2 extrêmes. Et aujourd'hui, ces 2 tendances de fond, elles se répondent. Alors, ceux qui veulent déconstruire
vont dire oui, mais on a des gens comme ceux que tu parlais à l'instant qui sacralisent l'histoire et qui ne veulent pas la regarder en face. Et les autres, ceux qui sont dans cette démarche-là, disent oui, mais les autres, ils veulent finalement qu'on désacralise l'histoire et finalement qu'on reconnaisse qu'il n'y avait pas de transcendance, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, si on n'offre pas une troisième voie du juste milieu, hein, finalement, on est, euh, on est pris au piège par ces deux discours qui se nourrissent mutuellement, hein. Les autres ont besoin de la caricature de l'autre pour faire avancer leur façon de voir. Et moi qui, a, qui fait des conférences dans les mosquées, qui fait des conférences dans les universités, je suis au contact, moi, de ces deux visions. Et en fait, à la fois de leurs objectifs, mais à la fois de leurs angles morts. Et leurs angles morts sont nombreux. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, la pensée d'un Malik Benabi, c'est pas le seul, offre une troisième voie avec une certaine lucidité par rapport à l'histoire. Voilà. Par exemple, ce n'est pas faire injure à la grandeur des grands califes et à la période des premiers califes que de dire que sur les 4 califes bien guidés, 3 ont été assassinés. C'est-à-dire qu'on peut reconnaître la grandeur de la société, analyser de manière lucide les rapports de force qu'il pouvait y avoir et faire le constat qu'il y avait aussi une violence très importante dans cette société-là et que tout n'était pas forcément parfait. Donc, je pense qu'il y a la possibilité de le faire. Alors, d'un côté, par rapport aux 4 califes, vous avez d'un côté des gens qui vont dire oui, mais tout était beau à cette période-là et on devrait s'en inspirer. Et puis on fait mine, on passe sous silence les divisions qu'il pouvait y avoir entre les musulmans, d'ailleurs qui donneront le sunnisme plus tard, le chiisme et le khalégisme, donc des courants théologiques. Mais de l'autre côté, quand on entend également certaines études qui sont dans la déconstruction, bah, finalement tout était politique, tout était historique et il n'y avait rien de réellement spirituel. Et ça, on ne peut pas l'entendre non plus. Donc voilà, c'est la pensée de Malik Ben Ali pour nos auditeurs, c'est d'offrir une troisième voie, en fait. Pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas plus l'histoire de la civilisation musulmane? Alors je ne vais pas généraliser parce que je sais pas, je connais pas tous les instituts qui l'enseignent, mais a priori je ne connais pas énormément. J'ai pas vu beaucoup de mosquées ou j'ai pas vu beaucoup d'instituts qui enseignent de manière approfondie, même de manière superficielle, hein, l'histoire de la civilisation musulmane au-delà des califes bien guidés. Pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas cette partie de l'histoire pour essayer de comprendre, entre autres, pas que pour ça, mais entre autres pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a permis à l'empire musulman de se développer, les moments où il y a eu plus de difficultés, et essayer de comprendre à travers notre passé, notre histoire, pour à notre tour éviter de soit commettre les mêmes erreurs, ou bien essayer nous aussi de faire prospérer l'islam. Est-ce que tu penses que c'est un choix ou qu'il n'y a pas suffisamment, on n'est pas suffisamment sensibilisé par rapport à ça? Alors, euh, je pense que là, il y a lieu de faire la distinction entre histoire et mémoire. La majorité des gens, et nous-mêmes, nous faisons beaucoup de mémoire par rapport par rapport au premier temps de l'islam. Les sunnites le font de leur côté, les chiites le font de leur côté, les kharijites le font de leur côté. Et pourtant, on parle des mêmes personnes, mais on n'a pas des mêmes mémoires par rapport à ces événements-là. Et je pense que il y a peut-être besoin aussi d'avoir des espaces académiques. Et c'est la raison pour laquelle, avec des amis, on a voulu euh, fonder cette Académie française de la pensée islamique, c'est d'avoir aussi des espaces d'études et de réflexion qui permettent de regarder l'histoire telle qu'elle est, sans parti pris idéologique. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. On n'est pas beaucoup en France à vouloir le faire. Euh, de manière générale, les musulmans préfèrent rester dans la mémoire. Et, et, et moi, je comprends, en fait, parce que c'est pas forcément qu'une volonté, c'est d'abord un besoin. Quand on voit le monde d'aujourd'hui, quand on voit l'état de l'islam et des musulmans,
Il y a besoin aussi d'avoir peut-être d'idéaliser d'une certaine manière une période, non pas pour le plaisir de ne pas faire d'histoire, mais surtout le plaisir pour répondre à un besoin de s'inspirer aujourd'hui. Quand vous avez le sentiment aujourd'hui, mettons-nous à la place d'un musulman lambda ou d'une musulmane lambda. Vous voyez, la situation, elle vous frustre. Vous avez la possibilité de dire, à une époque, c'était quand même très beau. Et vous vous en inspirez, et ça vous inspire au quotidien. Ou alors, vous avez la possibilité de faire de l'histoire et de vous dire que c'était pas aussi, même à cette période-là, c'était pas aussi beau. C'était pas aussi beau, et que finalement, ça n'a pas toujours été très beau pendant 14 siècles. Sachant qu'on est dans un monde, dans une modernité, on n'a pas trop le temps de lire, etc., etc. On a beaucoup de soucis, il y a la crise sanitaire. Laquelle des options vous choisissez? Vous choisissez celle qui vous inspire. Donc, il n'y a pas forcément une volonté, il n'y a pas forcément quelque chose de truc, il n'y a pas de calcul, en fait. Je me suis rendu compte avec le temps qu'il y avait un besoin de s'inspirer, et un besoin noble. Maintenant, une fois que l'on a dit ça, une fois que ça touche la majorité des gens, rien n'empêche les cadres de la communauté musulmane d'investir dans des lieux, d'investir, de rehausser le niveau intellectuel, à la fois dans des formations, dans les jamas, dans les instituts, dans des colloques, dans des conférences. Rien ne nous empêche de le faire. Et pourtant, moi qui suis dans ce milieu-là depuis plus de 15 ans maintenant, je me rends compte qu'on parle beaucoup d'élever le niveau, mais que quand il faut mettre un peu d'huile de coude, se remonter les manches, organiser des conférences, des colloques, des journées d'études, des séminaires dignes de ce nom, déjà, il y a moins de monde. Quand il s'agit de financer des instituts intellectuels, il y a moins de monde. Alors, je ne parle même pas de créer un think tank pour penser la société française et notre présence dans l'espace européen. Il n'y a personne. Donc, mon cher Abdelrahman, tu poses une vraie question. Et je pense sincèrement que l'avenir, ce sera quand des gens qui réussiront bien dans leur vie, gagneront bien leur vie, seront bien équilibrés, qui auront pu répondre à tous leurs besoins physiologiques, euh, à leur sentiment d'appartenance, à leur estime d'eux-mêmes, quand on aura une génération de gens comme ça, femmes et hommes, et qui comprendront, comme dirait Idrissa Berkane, qu'il faut investir dans l'économie de la connaissance, alors peut-être là qu'il y aura peut-être un début d'éclaircie. Mais pour avoir organisé plusieurs colloques des intellectuels musulmans francophones, aujourd'hui, les musulmans, de manière générale, ne sont pas prêts, et même les cadres de la communauté musulmane, qui sont même dans le monde et en France, n'ont malheureusement pas encore ce degré de conscience pour dire, écoutez, voilà, je gagne bien ma vie, alhamdoulilah, je suis bien. Maintenant, je ne vais pas investir dans une œuvre humanitaire, parce qu'il y a déjà beaucoup de monde qui le fait. Je ne vais pas investir dans un jama, ils sont quasiment, elles, elles sont quasiment toutes construites. Je vais investir dans l'éducation, je vais investir dans le domaine intellectuel, je vais investir dans l'économie de la connaissance. À nos auditeurs qui nous écoutent, le jour, si vous vous en sentez capable, c'est une invitation que je vous lance pour vous dire maintenant, prenez une partie de vos économies et investissez dans quelque chose de concret, de ponctuel. Investissez dans des colloques de haut niveau. Aujourd'hui, on est en train de parler d'intelligence artificielle, on est en train de parler de crise sanitaire, on est en train de parler d'un certain nombre de sujets qui menacent l'individu lui-même, d'humanoïdes, de data, d'un monde qui est en train de changer, qui est bouleversé, qui change à une vitesse, à une allure. Et nous ne sommes pas capables aujourd'hui de poser des réflexions sur les enjeux, des bouleversements que nous constatons chacun d'entre nous. Et je pense aujourd'hui que nous avons besoin d'investir dans ces espaces de réflexion, ne serait-ce qu'à partir de notre référentiel, qu'est-ce que nous pouvons apporter dans ce monde qui est en train de changer? Hmm. C'est quoi notre place? Qu'est-ce que l'islam peut encore dire dans ce monde? Qu'est-ce que les musulmans peuvent dire et faire encore dans ce monde? Et y a-t-il une alternative à proposer? Voilà, c'est toutes ces questions aujourd'hui, et je m'égosille dans mes conférences un peu partout quand on m'invite pour le dire. Et pour l'instant, je dois dire qu'en 2021,
On les acteurs économiques, ceux qui ont le capital pour investir ne le font pas. Et nous avons malheureusement des gens qui savent, mais qui ne peuvent pas forcément. Et on a des gens qui peuvent, avec des moyens humains, institutionnels, économiques, financiers, mais qui ne savent pas. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est une nouvelle génération qui doit émerger, bien conscientisée, qui se dit, voilà, l'argent que j'investis, euh, il faut sortir un petit peu des dons classiques, mais de l'investir, voilà, dans les futurs Beit el-Hikma, qui avaient eu lieu à Bagdad, mais de les investir ici à Paris, les investir à Londres. Quoique dans les cultures musulmanes anglo-saxonnes, c'est quelque chose d'assez répandu. Par contre, dans les cultures musulmanes francophones, le niveau, euh, le niveau est très loin des enjeux. Très, très loin des enjeux. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ouais. Et d'ailleurs, ça me rappelle ce que tu disais plus tôt sur Malek Ben Nabi, sur sa pensée, quand il dit que nous sommes des témoins sur Terre et que nous devons faire du Coran une vérité travaillante. Bien sûr. Je trouve ça vraiment intéressant. Et oui, je pense que comme tu dis, on a un rôle à jouer, on a un rôle qu'on doit jouer même, de développer notre réflexion à travers la pensée islamique pour, euh, pour amener nos idées dans les débats, dans les échanges, dans la réflexion. C'est hyper important. Oui, il y a ce que tu viens de dire et j'ajouterai à ce que tu viens de dire, euh, qu'il y a aussi il y a un rapport à l'ancrage également. Aujourd'hui, dans la conjugaison de nos identités, on se sent ni totalement ici, ni totalement des pays d'origine de nos parents. Et même s'il y a des améliorations par rapport à notre rapport à la France, il faut encore continuer dans cette voie-là. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Finalement, quand on voit des millions de gens qui sont venus s'installer, travailler, développer la France dans les années 60-70 de manière pacifique, ça n'est jamais arrivé si on se place du point de vue de la civilisation humaine, civilisation musulmane, et ça n'est jamais arrivé si on se place du point de vue de la civilisation européenne. Et donc, moi, je pense que Dieu attend de nous quelque chose, un rôle, une mission. Et je pense que la première question, c'est de savoir, voilà, qu'est-ce que Dieu attend de nous ici? Et donc, si mission il y a, notre rapport à la France doit changer, doit gagner en profondeur historique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai lancé l'exposition itinérante sur l'histoire de l'islam et des musulmans de France, de 720 à 2021. Parce que je me suis rendu compte que depuis plus de 13 siècles, il y a toujours eu une influence de la part de l'islam en tant que religion et civilisation, et même de la part des musulmans. Et que l'islam et les musulmans permettent également à l'Occident, très tôt d'ailleurs, de devenir Occident, de devenir Europe, de créer, avec le christianisme, une certaine cohésion entre des peuples très différents, peuple latin, peuple scandinave, peuple saxon, etc., etc. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons des millions de franco-maghrébins musulmans qui apportent à la France tous les jours, sur le plan entrepreneurial, salarial, sur le plan associatif, politique. Et donc, euh, et on peut passer également à l'époque de la colonisation qui a permis à la France d'être un empire et donc aussi de faire partie des nations qui ont dominé le monde. Donc tout ça, c'est des éléments aujourd'hui historiques qui donnent une profondeur historique à un ancrage. Et c'est de cette manière-là, on est capable également, ensuite, après, d'apporter un témoignage à la fois spirituel et citoyen digne de ce nom. Et aujourd'hui, on doit travailler sur notre rapport à notre espace géographique, par rapport à l'histoire de France. C'est quelque chose pour moi qui est fondamental et qui va nous permettre de nous décomplexer et d'être, à mon avis, des acteurs encore plus actifs et des acteurs qui non seulement vont connaître leur histoire, l'histoire de France, l'histoire de la civilisation musulmane, et qui vont faire l'histoire de la France et de l'Europe. Et peut-être qui permettront même à la France demain de la, qu'elle évolue, qu'elle grandit, qu'elle soit plus en phase avec sa devise, liberté, égalité, fraternité, qu'elle ait un autre rapport avec le monde musulman, avec le monde de manière générale. Voilà, peut-être de revenir sur son histoire douloureuse par rapport à la colonisation,
nous pouvons apporter beaucoup de choses, en fait, à notre pays là, à notre pays. Et c'est, et c'est ce rapport à la fois, à l'histoire, notre rapport à la spiritualité, notre rapport à l'histoire de France, notre rapport à l'histoire de la civilisation musulmane, si nous sommes capables de créer cette synthèse et que cette synthèse apporte d'abord de l'apaisement en nous, alors nous serons capables, en incarnant cet apaisement, d'apporter de l'apaisement au sein de la société française. Voilà, moi, ce à quoi j'invite dans mes livres, dans mes conférences, dans les débats, dans mes cours, euh, dans l'exposition. Il y a mon livre également qui est sorti qui porte le même titre, hein. Et donc voilà, on va sillonner, Inch'Allah, la France et on espère que voilà, les gens se rendront nombreux. Ils se sont déjà rendus nombreux à Épinay-sur-Seine au mois de novembre et on espère, Inch'Allah, que voilà, qu'elle puisse vraiment circuler partout, cette exposition qui fait à la fois du bien à nos coreligionnaires français, mais également à nos concitoyens, parce qu'ils voient que dans notre approche, on fait de l'histoire, donc on est très sérieux sur le plan factuel, sur le plan scientifique, sur le plan historique, et en même temps, on sait très bien que cette histoire-là, elle casse des préjugés, et elle permet en tout cas de poser les premiers jalons d'une fraternisation, d'une réconciliation, d'être capable de fédérer l'ensemble des Français sur une partie méconnue de l'histoire de France. Où est-ce que vous avez prévu d'exposer prochainement? Alors, Inch'Allah, elle devrait aller à Lyon, à Perpignan, à Bordeaux, à Strasbourg. On a également beaucoup de villes en Île-de-France avec qui on est en train de discuter. On parle de Gennevilliers, on parle de Mantes-la-Jolie, on parle de Montrouge. Donc voilà, elle va tourner, Inch'Allah. Et en tout cas, voilà, j'invite euh, toutes celles et ceux qui nous écoutent, quand elle est à côté de chez vous, de vous y rendre. Et puis de commander le livre. Il est disponible aux éditions Albeina sur Internet. Donc les gens peuvent également se le procurer en ligne. Le titre du livre, c'est... Donc l'histoire de l'islam et des musulmans de France, de 720 à 2021. Jamal Al-Hamari. Voilà. Et puis ils le trouveront aux éditions AFPI. Je mettrai ça en description, Inch'Allah. Écoute, Jamel, on a fait un peu le tour des grosses questions que je voulais te poser. J'ai encore quelques petites questions avant de terminer. Mais avant ça, est-ce que tu Je as t'en prie. quelque chose à ajouter? Est-ce que tu penses il y a quelque chose qu'on aurait pu traiter, qu'on n'a pas traité, ou quelque chose que tu voudrais partager? Non, je pense qu'on a fait le tour. J'ai essayé d'adresser quelques messages à nos auditeurs. Et je pense que voilà, c'était des messages qui me paraissaient des plus importants à adresser. Jamel, est-ce que tu as des routines quotidiennes, des routines que tu suis régulièrement, spirituelles, sportives, ou ce que tu veux qui t'aide à progresser? Bah, déjà, les 5 prières quotidiennes, ça c'est la base. Ensuite, je dirais effectivement les invocations, qui sont également un deuxième temps euh, de remise en question, finalement vraiment d'être dans le tawakkul ala Allah. Et peut-être un troisième temps également de dhikr également sur la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je pense que voilà, sans forcément attendre quelque chose en fait, mais juste d'être dans une méditation face à la grandeur divine, qui se passe de mots et qui ne nécessite uniquement voilà, un peu de calme, de concentration et surtout de contemplation. Barakallahu fik. Est-ce que tu as un ou plusieurs autres livres qui t'ont particulièrement marqué que tu souhaiterais recommander? Ouais, déjà, les œuvres de Malek Benabi. Alors, mes livres sont des introductions à l'œuvre, mais j'invite à lire déjà les œuvres de Malek Benabi, le phénomène coranique, la vocation de l'islam, euh, les conditions de la Renaissance, problèmes de culture et problèmes des idées dans le monde musulman. Déjà, si nos auditeurs pouvaient déjà commencer. Là, aujourd'hui, moi, à mon époque, et pour avoir les ouvrages de Malik Benabi, il fallait les commander en ligne chez des libraires algériens, en Algérie. Là, maintenant, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de rééditions. Il y a les éditions Héritage
de mon ami Thomas Sibyl également, des éditions Al-Baïna, voilà. Je crois qu'il y a également les éditions Tawhid également, et aussi des livres des éditions Al-Bourak. Donc, moi, j'invite surtout les gens à découvrir Malek Benabi. Très bien. Et enfin, donc dernière question, si un auditeur ou une auditrice souhaite contacter ou te suivre sur ton travail, ou si elle a une question à te poser, est-ce qu'elle peut te contacter? Oui, alors déjà sur Facebook, sur ma page personnelle, donc page Jamal Al-Hamri. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, j'ai ma chaîne YouTube également, Jamal Al-Hamri également. Donc je poste également à la fois des vidéos de mes conférences, de mes colloques, mais également des interviews que j'ai pu faire. Et enfin, voilà, j'ai un compte également Instagram. Voilà, un compte Instagram et aussi un compte, d'ailleurs, à travers lequel on est entré en contact, donc un compte LinkedIn également. Mais là, c'est davantage mes activités en tant que consultant jeunesse. Mais c'est aussi une possibilité d'entrer en contact, de me poser des questions s'il y a besoin ou de m'inviter à une conférence ou un événement. Très bien. Écoute, Jamal, je te remercie. C'était un échange très passionnant. Merci à toi. J'apprécie, je respecte beaucoup ce que tu fais. Je pense Merci que c'est un beaucoup. travail qui est, enfin, je pense que c'est un travail extrêmement nécessaire, extrêmement important. Et le plus tôt on l'aura compris, le mieux ça sera pour nous. Inch'Allah. Oui, j'espère en tout cas que tu auras l'occasion de faire encore plus, d'écrire encore plus de livres, de réaliser encore plus de choses pour aider la Ummah, Inch'Allah. Inch'Allah. Et je demande à Dieu qu'il te mette la baraka. Amin, amin, amin. Merci beaucoup en tout cas pour ton invitation et pour cette initiative des podcasts. J'ai pu voir un peu le travail que tu avais fait avec les gens que tu avais interviewés déjà. Et je pense effectivement que le podcast d'aujourd'hui est un outil intéressant. Et surtout, les personnes que tu as mis en avant sont des personnalités brillantes, inspirantes. Et je crois que dans le contexte dans lequel nous vivons, et notamment pour les jeunes français musulmans, d'avoir des modèles inspirants comme celles et ceux que tu interviews, c'est quelque chose d'important. Donc, merci à toi également pour cette invitation et ce que tu fais. Jazakallah khairan. Jamal, je te dis à bientôt, Inch'Allah, à Paris, À pourquoi bientôt, pas. Inch'Allah. Et Avec grand plaisir. une très bonne semaine à toi. Salam alaikum. Merci beaucoup. Alaykoum salam. Et j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à 3 personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.